Bonjour et bienvenue dans cette leçon du cours d'économie du sol et de l'immobilier consacrée à la variation des surplus. Nous avons vu que les surplus dépendent de l'équilibre du marché, mais l'équilibre du marché peut changer, peut se déplacer. Et ce que nous allons voir, c'est comment cela va affecter les surplus des acheteurs et des vendeurs. Commençons par une baisse du prix d'équilibre. Donc supposons que le prix d'équilibre baisse du niveau P1 étoile au niveau P2 étoile, par exemple, suite à une augmentation de l'offre. Eh bien, dans un premier temps, tous les acheteurs qui achetaient déjà un terrain au prix P1 étoile vont en profiter puisqu'ils vont payer moins pour le terrain qu'ils achètent. Donc on a cette surface un peu plus sombre qui correspond à une augmentation de surplus pour tous les acheteurs initiaux. Ensuite, nous avons des acheteurs additionnels qui pourront acheter des terrains à ce prix plus faible et qui vont aussi réaliser un surplus représenté par ce triangle. Il peut aussi s'agir des acheteurs de la première série, si vous voulez, qui achetaient au prix P1 étoile, mais qui dorénavant, à un prix plus faible, vont acheter plus de terrain ou un deuxième terrain. Donc on voit comment le surplus total des acheteurs, qui était représenté par le premier triangle, eh bien comment il s'agrandit par ces deux facteurs, par ces deux phénomènes, gain de surplus pour ceux qui achetaient déjà et nouveau surplus pour ceux qui sont des nouveaux acheteurs. Supposons maintenant l'évolution inverse, l'offre diminue, elle passe de ce niveau 1 à ce niveau 2, avec la conséquence que le prix d'équilibre augmente. Donc il passe, lui, de P1 étoile à P2 étoile. Il y aura moins d'échanges. Du côté des acheteurs, deux effets. Premier effet, tous ceux qui ont acheté au début ne vont pas pouvoir continuer d'acheter. Certains vont renoncer parce que le prix devient trop cher et leur consentement à payer est trop faible par rapport au nouveau prix. Eux, ils perdent du surplus représenté par ce triangle. Et ceux qui continuent d'acheter vont devoir le faire à un prix plus élevé et donc ils perdent le surplus correspondant à ce rectangle. Donc au total, on a une baisse du surplus des acheteurs en cas de hausse du prix qui est due d'une part à la baisse de surplus pour tous les acheteurs qui restent acheteurs et puis aussi à la destruction de surplus pour les acheteurs qui sont dorénavant évincés du marché. Regardons maintenant ce qui se passe du côté des propriétaires fonciers, donc du côté des vendeurs. Et supposons que nous avons une augmentation de la demande qui passe de ce niveau D1, demande 1, au niveau demande 2, avec pour effet un déplacement de l'équilibre du point rouge au point vert avec un prix plus élevé. Eh bien, pour les vendeurs, ça a deux effets. D'une part, ceux qui vendaient déjà au prix P1 étoile pourront vendre à un prix plus élevé et vont donc réaliser un surplus additionnel représenté par le rectangle. Et en plus, nous aurons dorénavant des vendeurs qui vont vendre leur terrain à ce prix plus élevé et réaliser un surplus représenté par le triangle. À l'inverse, en cas de baisse de la demande, donc déplacement de l'équilibre du point rouge à ce point vert avec un prix d'équilibre plus bas, eh bien nous avons d'une part des vendeurs qui continueront de vendre leur terrain mais à un prix plus faible et donc qui perdent du surplus représenté par le rectangle. Et puis nous aurons aussi des vendeurs qui vont renoncer ou ces vendeurs-là qui vont vendre moins de terrain, destruction de surplus représenté par ce triangle. Maintenant, je mets les deux choses ensemble. Je regarde à la fois ce qui se passe du côté des acheteurs et ce qui se passe du côté des vendeurs. Donc commençons par le mécanisme d'une augmentation de l'offre qui passe de ce niveau à un niveau plus élevé. Ça veut dire que pour le même prix, la quantité de terrain proposé à la vente augmente. Eh bien, on voit très vite que c'est une modification du marché qui profite aux acheteurs, puisque suite à la baisse du prix, leur surplus a augmenté de ce triangle initial à un triangle bien plus grand, avec encore une fois tous les acheteurs qui obtiennent du surplus additionnel du fait qu'ils payent un prix plus faible, et puis en plus des acheteurs additionnels. Donc clairement, les acheteurs profitent de l'augmentation de l'offre, du fait que les propriétaires acceptent de façon générale à céder leur terrain à un prix plus faible. Pour les propriétaires, le résultat est beaucoup moins clair. Leur surplus total peut très bien augmenter comme il peut aussi diminuer du fait de deux effets opposés. D'une part, il y a un effet favorable qui est la diminution de leur consentement à recevoir, donc si vous voulez la diminution du coût, ils peuvent maintenant vendre leur terrain à un prix plus faible et faire une bonne affaire, mais en même temps le prix justement a aussi baissé. Donc on a un effet favorable du fait de la baisse des coûts qui est représenté par le déplacement de l'offre, et puis un effet défavorable qui est lié à la diminution du prix d'équilibre, du prix auquel ils vendent leur terrain. Prenons maintenant le cas d'une augmentation de la demande, donc la demande se déplace vers la droite. Eh bien, le phénomène est tout à fait favorable aux vendeurs puisque dorénavant, ils pourront vendre plus de terrain à un prix plus élevé. Leur surplus initial, le triangle ici, devient un surplus plus important,
représenté par le triangle orangé plus grand. Du côté des acheteurs, c'est pas clair, puisque leur surplus initial était ce triangle, et le nouveau surplus est un autre triangle qui pourrait très bien être plus petit. On a deux phénomènes qui s'opposent dans le cas pour les acheteurs. D'une part, on a une augmentation de leur consentement à payer, donc la valorisation de la valeur qu'ils attachent au terrain, ce qui est favorable pour eux, et devrait augmenter leur surplus, mais en même temps, il y a une augmentation du prix. Ils achètent plus cher les terrains, et peut-être bien qu'une partie de ce supplément qu'ils sont prêts à payer, ils vont devoir le céder aux propriétaires fonciers, ils ne pourront pas en profiter eux-mêmes. Ce tableau résume ce que nous venons de voir et représente tous les cas de figure où nous avons une modification du marché, soit provoquée par un choc du côté de la demande ou une modification du côté de l'offre. Donc on peut avoir une augmentation de la demande, une baisse de la demande, une augmentation de l'offre, une baisse de l'offre. Dans les deux premières colonnes, nous avons les effets sur l'équilibre lui-même, sur le prix d'équilibre, la quantité d'équilibre. Nous avions vu ça dans une leçon précédente. Et puis dans les deux colonnes suivantes, les effets pour les surplus des acheteurs et des vendeurs respectivement. Et nous voyons que lorsque le choc s'opère du côté de la demande, nous avons un effet clair du côté des vendeurs, pour les vendeurs, les surplus des vendeurs, et nous avons un effet indéterminé pour les surplus des acheteurs eux-mêmes. Si le choc intervient du côté de l'offre, eh bien cette fois c'est pour les surplus des acheteurs que l'effet est clair, alors que l'effet est ambigu pour les surplus des vendeurs. Notez aussi que l'augmentation du prix peut être favorable aux vendeurs, augmente leur surplus, lorsque cette augmentation est due à une augmentation de la demande, donc une augmentation des consentements à payer des acheteurs. Par contre, si l'augmentation des prix a été causée par une diminution de l'offre, donc par une augmentation des consentements à recevoir, des exigences de prix des propriétaires fonciers, eh bien l'impact sur les surplus des vendeurs eux-mêmes est indéterminé. Une augmentation de prix n'est pas forcément favorable aux propriétaires. L'idée est assez simple. Si le prix d'équilibre augmente parce que les propriétaires doivent obtenir un prix plus élevé pour leur terrain, alors la hausse du prix en soi ne leur garantit pas un surplus plus élevé. On peut imaginer la situation suivante. Supposez que chaque propriétaire doit dorénavant verser une taxe de 10 par mètre carré de terrain qu'il vend. S'il n'obtient pas une hausse de prix de 10 au moins, alors il sera en fait perdant. Donc si le terrain augmente de 8, on réalise en fait que le prix a augmenté, le prix du terrain, mais les surplus ont diminué. De façon similaire, une baisse du prix n'est pas forcément favorable aux acheteurs. Son effet est indéterminé si elle a été causée par une diminution des consentements à payer des acheteurs. Si les acheteurs attachent moins de valeur au terrain et qu'ils obtiennent un prix plus faible, eh bien, ça ne veut pas dire forcément que leur surplus va augmenter. Ainsi, le surplus d'un côté du marché dépend surtout de ce qui se passe de l'autre côté du marché. On avait déjà vu ça dans le compte à rebours. Si vous vous souvenez, on avait vu que si le promoteur peut payer plus pour le terrain parce qu'il obtient un prix plus élevé pour l'immeuble achevé ou parce que les coûts de construction ont baissé, eh bien, il ne va pas vraiment en profiter lui-même. C'est surtout le propriétaire foncier qui va en profiter, qui va pouvoir simplement vendre son terrain plus cher. Supposons maintenant que la demande et l'offre augmentent ensemble, se déplacent les deux. Dans ce cas, l'effet va être surtout d'augmenter la quantité, puisque l'équilibre passe de ce point rouge à ce point vert avec une quantité plus élevée et un effet sur le prix qui est indéterminé. En l'occurrence, j'ai représenté une diminution de prix, mais ça aurait très bien pu être une augmentation du prix. L'effet sur les surplus est clair. Celui des acheteurs augmente du triangle ici à un triangle beaucoup plus grand. Pourquoi ? Eh bien simplement parce que leurs consentements à payer sont plus élevés avec un prix qui n'a finalement pas beaucoup changé. De même, le surplus total des vendeurs va aussi augmenter. Finalement, pour les mêmes raisons, leurs consentements à recevoir sont plus faibles et le prix n'a pratiquement pas changé. Supposons maintenant qu'on a du mouvement opposé entre l'offre et la demande. La demande augmente, elle se déplace vers la droite, l'offre diminue, elle se déplace vers la gauche. Eh bien, l'effet va être surtout d'augmenter le prix, puisqu'on va passer de ce point rouge à ce point vert, l'augmentation du prix d'équilibre. L'effet sur la quantité est indéterminé cette fois. L'effet sur les surplus est également indéterminé. On a d'une part un consentement à payer plus élevé pour les acheteurs, puisque la demande a augmenté, mais le prix aussi a augmenté. Et du côté des vendeurs, on a un consentement à recevoir plus élevé, donc les vendeurs doivent obtenir des prix plus élevés, et ils vont obtenir un prix plus élevé. Donc si je résume ces résultats dans le tableau similaire au précédent, où nous avons cette fois des mouvements opposés ici, ou des mouvements parallèles de l'offre et de la demande, si les deux augmentent,
Eh bien, nous avons vu, nous avons une augmentation de la quantité d'équilibre, augmentation du surplus des acheteurs, augmentation surplus des vendeurs. C'est la situation la plus favorable. Si par contre la demande et l'offre diminuent, c'est exactement l'inverse. Surplus acheteurs, surplus vendeurs vont les deux diminuer. Et si l'offre et la demande évoluent en sens inverse, eh bien l'impact sur le prix, cette fois, est clairement déterminé. L'impact sur la quantité ne l'est pas, ni non plus les impacts sur les surplus. Ce qu'on peut retenir, c'est que le cas le plus favorable, c'est celui où l'offre et la demande augmentent ensemble. Dans ce cas-là, les surplus de tout le monde augmentent. On a envie de dire « vive la croissance ». Par contre, si l'offre et la demande varient en sens opposé, à ce moment-là, la seule chose qui est assurée, c'est qu'il va y avoir une forte modification du prix. Mais l'impact sur la quantité échangée, l'impact sur les surplus peut être finalement très faible. Dans cette leçon, nous avons vu comment les surplus changent selon ce qui perturbe le marché, selon si la perturbation vient de l'offre ou de la demande. Nous avons aussi vu qu'une modification de prix peut être favorable ou défavorable selon ce qu'il a provoqué. Donc une augmentation du prix n'est pas forcément favorable pour les vendeurs, une baisse du prix n'est pas forcément favorable pour les acheteurs. Dans la prochaine leçon, nous allons nous intéresser aux restrictions aux échanges et les conséquences, de nouveau, pour les surplus. Merci d'avoir suivi cette leçon et rendez-vous dans la prochaine.